Avez-vous déjà eu ce pressentiment étrange, ce frisson dans l'échine, lorsqu'une personne entre dans une pièce sans avoir dit un seul mot, comme si quelque chose en elle trahissait ce qu'elle s'efforçait de cacher? Et si vous pouviez apprendre à voir ce que les autres dissimulent, si vous pouviez percer les masques, lire les gestes, déchiffrer le non-dit et comprendre ce que personne ne vous avoue? La psychologie comportementale a mis en lumière des signes minuscules, presque invisibles, mais qui, une fois compris, transforment votre perception du monde. Préparez-vous à entrer dans les coulisses du comportement humain. Derrière chaque regard, chaque sourire, chaque posture, se cache une vérité. Et cette vérité ne ment jamais. Selon Albert Mehrabian, professeur à UCLA, 93% de la communication humaine est non-verbale, 55% par le langage corporel, 38% par le ton de la voix, et seulement 7% par les mots eux-mêmes. Voici 15 techniques psychologiques pour lire les autres avec une précision dérangeante. Non pas pour manipuler, mais pour comprendre, anticiper et parfois se protéger. Le regard, la faille invisible. On peut maîtriser ses mots, mais rarement ses yeux. Il suffit d'un regard trop long, trop fixe pour que quelque chose cloche. Ce n'est plus de l'attention, c'est une tension, comme un silence prolongé qui devient étrange. Paul Ekman, expert en communication non verbale, l'a montré. Au-delà de 10 secondes, un contact visuel peut signaler une tentative de contrôle ou un malaise profond. Ce genre de regard n'est pas neutre. Il envahit, il pèse. Il peut trahir une volonté de domination, un besoin de percer l'autre à jour ou simplement une difficulté à gérer l'intimité du moment. Dans certaines cultures, fixer longuement est même perçu comme une agression, symbolique. L'œil devient alors un projecteur et l'autre une scène sur laquelle on veut tout voir, à même ce qui ne se dit pas. À l'inverse, des yeux qui fuient sans raison apparente peuvent cacher bien plus qu'un simple inconfort. Ce n'est pas toujours du mensonge, mais souvent un désir de se soustraire, de se dérober à ce qui est en train d'être vu. Les mouvements oculaires sont l'un des premiers indicateurs d'un conflit intérieur. L'évitement visuel peut signaler la honte, la peur ou une envie d'échapper à une vérité. Parfois, c'est une manière inconsciente de se protéger, car soutenir un regard, c'est accepter d'être vu, et donc d'être vulnérable. Car au fond, le regard est une fissure, la première faille dans le masque. Ce n'est pas un simple détail. C'est un portail vers l'état émotionnel réel d'une personne. C'est là que la surface commence à se craqueler et que l'on peut entrevoir ce que les mots cherchent à dissimuler. Le sourire, mensonge maquillé. Le sourire est souvent une façade. Il rassure, il charme, il ment. C'est l'un des gestes les plus universels, les plus socialement acceptés, et pourtant aussi l'un des plus trompeurs. Il peut être utilisé pour masquer une intention, apaiser une tension ou créer un lien de confiance même là où il n'y en a pas. Un sourire peut désamorcer un conflit, séduire une foule ou manipuler un interlocuteur. C'est un outil, parfois une arme, mais les muscles du visage ne savent pas tous tricher. Seuls les sourires sincères engagent les orbiculaires, ces petits muscles autour des yeux. Sans eux, le sourire reste figé, artificiel. C'est ce que Duchesne de Boulogne avait découvert au XIXe siècle, en électrisant les visages pour distinguer le vrai du faux. Ce qu'on appelle aujourd'hui le sourire de Duchesne est une clé précieuse pour décoder l'émotion réelle. Car un sourire authentique ne se commande pas. Il surgit spontanément, en une fraction de seconde, et disparaît souvent aussi vite. Il implique tout le visage, pas seulement la bouche. Le regard s'illumine, les paupières se plissent légèrement, et une chaleur traverse les traits. Observez bien. Si les yeux ne se plissent pas, si le haut du visage reste impassible, ce que vous voyez n'est pas une joie, c'est une stratégie. Et parfois, cette stratégie est froide. C'est un masque social, un réflexe appris, destiné à rassurer ou à manipuler. Le sourire devient alors un mensonge maquillé, une illusion, un décor derrière lequel les émotions véritables restent soigneusement verrouillées. Les sourcils, micro-orages de l'âme. Les sourcils bougent avant même que l'on parle. Ils trahissent ce que la bouche cache encore. Avant même qu'un mot ne sorte, le visage se prépare.
et les sourcils sont souvent les premiers à se manifester. Ces mouvements infimes, souvent imperceptibles à l'œil non averti, sont des fragments d'émotion à l'état brut. Ils ne demandent aucune permission, ne suivent aucun script. Ils surgissent. Lors d'une simple conversation, un sourcil qui se hausse alors que rien ne justifie l'étonnement ou la peur, c'est une tension qui s'exprime. Inconsciemment, le cerveau réagit au malaise. Il n'attend pas, il ajuste les traits. Ce petit signal peut traduire un désaccord non verbal, une surprise mal contenue, une anxiété soudaine. Les sourcils sont connectés à notre système limbique, la zone du cerveau qui régule les émotions. Ce lien direct les rend presque impossibles à contrôler consciemment sur de longues durées. Un léger froncement, un soulèvement trop rapide. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des alertes. Des orages miniatures dans la tempête de l'esprit. Et, comme les vrais orages, ils annoncent souvent quelque chose de plus grand. Une pensée enfouie, une contradiction intérieure, un malaise non exprimé. Ces micro-expressions sont de précieuses balises. Elles surgissent, s'effacent, mais laissent, derrière elles, une trace que seul un œil attentif peut capter. La posture, la vérité du corps. Le langage du corps parle avant même que vous ouvriez la bouche. Avant même qu'un mot soit prononcé, le corps a déjà tout dit. Il envoie des signaux silencieux, mais puissants. La posture est l'un des premiers éléments que l'on perçoit, inconsciemment chez quelqu'un. Elle révèle un rapport au monde, à soi, à l'instant présent. Elle peut inspirer confiance, créer une distance ou même éveiller la méfiance. Une personne sûre d'elle se tient droite, épaules ouvertes, regard fixe. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. Selon Amy Cuddy, psychologue à Harvard, adopter une posture de puissance influence même la biochimie du cerveau, augmentant la testostérone, réduisant le cortisol. Autrement dit, la posture ne reflète pas seulement un état intérieur, elle le façonne. Se redresser, occuper de l'espace, respirer plus amplement. Ces gestes renforcent littéralement le sentiment de confiance. Le corps et l'esprit sont en boucle permanente et chacun peut influencer l'autre. Mais l'inverse est aussi vrai. Un dos voûté, des bras repliés, une marche hésitante. Tout cela raconte quelque chose. Pas toujours la soumission. Parfois, simplement, le désir de disparaître. Ces gestes traduisent souvent une lutte intérieure, une peur du jugement, une volonté de ne pas déranger. Le corps se replie comme une feuille face au vent. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à se protéger. Et cette posture devient alors le reflet d'une émotion plus profonde, parfois inconsciente, celle de ne pas se sentir à sa place, ou digne d'être vu. La posture, en silence, dévoile ce que les mots hésitent à dire. C'est un langage brut, sincère, et souvent implacable. Le paralangage, la voix derrière les mots. Ce n'est pas ce que vous entendez qui compte, c'est comment vous l'entendez. Le ton, la vitesse, les silences. Ils portent en eux des vérités que les mots cherchent parfois à étouffer. Un discours peut être logique, cohérent, même séduisant, et pourtant faux. Car le mensonge, lorsqu'il est bien construit, s'appuie souvent sur un raisonnement irréprochable. Mais la voix, elle, ne ment pas si facilement. Un ton trop uniforme, une voix sans variation, sans respiration, signale souvent un détachement émotionnel, voire une dissimulation. C'est comme une musique sans nuance, sans crescendo, sans faille. Elle manque de vie, elle sonne creux. Comme si celui qui parle avait appris ces lignes, plutôt que de les vivre. Albert Mehrabian, psychologue, l'a démontré. Dans une communication émotionnelle, 38% du message passe par la tonalité de la voix. Ce chiffre ne vient pas de nulle part. Il révèle que ce qui nous touche, ce qui nous met en alerte, ce qui nous bouleverse, ce n'est pas tant ce que l'on dit, mais la manière dont cela est dit. Car quand le ton contredit les mots, ce ne sont pas les mots qu'il faut croire. C'est le tremblement, la crispation, le souffle trop court entre deux phrases. C'est là, dans ces micro-fractures sonores, que la vérité se glisse, parfois discrète, mais toujours présente. Les premières paroles, miroir inversé. Les premières choses qu'une personne dit sur les autres sont souvent une confession. Ce n'est pas toujours intentionnel, c'est une sorte de réflexe psychologique. Dans les premières minutes d'un échange, notre inconscient parle souvent plus fort que notre prudence. Il projette vers l'extérieur ce que nous portons à l'intérieur.
Lorsque quelqu'un critique immédiatement, parle de manipulation, de trahison, d'égoïsme, ce qu'il décrit n'est peut-être pas l'autre, mais lui-même. Ces accusations précoces peuvent être des révélateurs. Elles dévoilent souvent ce que la personne redoute d'être ou ce qu'elle a déjà fait. C'est ce qu'on appelle la projection, un mécanisme de défense décrit par Freud. Le cerveau incapable d'accepter certaines vérités sur lui-même les déplace sur autrui, comme pour s'en décharger. À l'inverse, ceux qui mettent en avant la loyauté, la gentillesse ou la générosité révèlent aussi leurs propres valeurs. Ce ne sont pas forcément des compliments naïfs, ce sont des marqueurs identitaires. Ils montrent ce que la personne valorise, ce qu'elle cultive, ce qu'elle espère aussi rencontrer chez l'autre, car on ne perçoit chez autrui que ce que l'on reconnaît en soi, ou ce que l'on redoute d'y voir. Ce premier miroir tendu par les mots est donc à double tranchant. Il éclaire autant l'autre que celui qui parle. Les retards, actes déguisés. Personne n'arrive vraiment en retard par hasard. Un retard ponctuel peut s'expliquer. Mais lorsqu'il devient systématique, il cesse d'être anodin. Il se transforme en message silencieux, en signal adressé à l'autre, sans un mot. C'est une forme de langage indirect, souvent inconscient, mais lourd de sens. Quand cela devient répétitif, ce n'est plus une question d'organisation, mais un langage. Le retard exprime un conflit silencieux. Parfois, une forme de contrôle. Parfois, un sabotage discret. Il peut indiquer une résistance passive à une situation, à une personne ou à une obligation ressentie comme oppressante. Dans les années 1980, le psychiatre Eric Berne notait que certains comportements passifs-agressifs s'expriment par des délais choisis. Le fait d'arriver après l'heure, de faire attendre, devient une manière détournée de s'affirmer ou de dire non. Sans le dire, chaque minute d'attente est une déclaration, un refus d'être disponible, un jeu de pouvoir, masqué par l'excuse. Et plus l'attente est imprévisible, plus elle dérègle la dynamique de la relation. Car celui qui attend perd le contrôle, tandis que celui qui fait attendre impose subtilement sa temporalité. Le retard n'est donc pas toujours un défaut, c'est parfois un masque. Et sous ce masque, il y a souvent une émotion inavouée. Agacement, anxiété, vengeance ou insécurité. L'enjeu n'est pas seulement de pointer du doigt ce comportement, mais d'écouter ce qu'il essaie de dire. Les contradictions, fissures dans le masque. Observez les dissonances entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ce sont dans ces écarts, parfois minuscules, que se cachent les vérités les plus profondes. Car le langage verbal peut être maîtrisé, poli, calculé. Mais le comportement, lui, échappe souvent au contrôle total. Il trahit malgré nous. Quelqu'un prétend détester le mensonge, mais se contredit dès qu'il parle de son passé. Un autre se dit calme, mais tape nerveusement des doigts. Ces failles sont des ouvertures. Elles révèlent des masques mal ajustés, des vérités enterrées. Il ne s'agit pas de juger, mais de remarquer. Lorsque les mots affirment une chose et que les gestes en racontent une autre, la cohérence est rompue. Et dans cette rupture se loge un fragment de la réalité. Le cerveau humain a du mal à soutenir une dissonance cognitive trop longtemps. Tôt ou tard, le vernis craque. Cette tension intérieure entre ce que l'on veut montrer et ce que l'on est vraiment crée une fatigue psychique, une fatigue qui se manifeste par des micro-incohérences, des lapsus, des gestes nerveux, des oublis, autant de signes que quelque chose cloche. Et c'est à ce moment précis qu'il faut regarder, pas avec suspicion, mais avec lucidité. Car c'est souvent là, dans ces contradictions fugaces, que l'on entrevoit ce que la personne tente désespérément de garder caché. Les obsessions, fenêtres sur les blessures. Ce sur quoi une personne revient constamment, en dit long sur ce qu'elle n'a jamais digéré. Les thèmes récurrents dans un discours ne sont pas anodins. Ils agissent comme des signaux, des repères émotionnels autour desquels la pensée tourne en boucle. Ils ne sont pas choisis consciemment, ils s'imposent, comme des fantômes du passé qui réclament encore une place dans le présent. Un individu obsédé par la loyauté a probablement été trahi. Quelqu'un qui revient sans cesse sur le thème du respect cache peut-être une humiliation ancienne. Ce ne sont pas des sujets aléatoires, ce sont des cicatrices, des traces laissées par des expériences marquantes, parfois refoulées, parfois niées,
mais toujours actives. Ces blessures non résolues se manifestent à travers des répétitions verbales, des indignations excessives, des jugements trop tranchés. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Ce que quelqu'un répète sans cesse est souvent ce qu'il ne parvient pas à guérir. Les obsessions verbales deviennent alors des tentatives de réécriture, comme si formuler sans cesse l'injustice vécue pouvait un jour la réparer. Mais à force de revenir dessus, on la ravive, on la maintient vivante. Observer ces boucles obsessionnelles, c'est apprendre à entendre les douleurs qui n'ont jamais trouvé d'apaisement. C'est voir, derrière la passion apparente d'un sujet, la mémoire d'un manque, d'une faille, d'une blessure encore ouverte. Le calme excessif, le vernis du contrôle. Certains semblent imperturbables, trop imperturbables. Leur voix ne tremble jamais, leur ton reste constant, leur visage figé. Mais ce n'est pas de la paix intérieure, c'est un mur, une carapace forgée dans le besoin de tout maîtriser. Cette maîtrise extrême peut impressionner au premier abord. On la confond souvent avec de la sagesse, de la stabilité, voire une forme de supériorité émotionnelle. Mais en réalité, elle est souvent le signe d'un verrouillage intérieur, d'une peur profonde que la moindre brèche laisse passer, un flot d'émotions incontrôlables. Selon Paul Ekman, expert des émotions, une neutralité trop rigide masque souvent une émotion intense réprimée. Il ne s'agit pas de calme, mais d'armure. Une posture de défense construite parfois dès l'enfance, chez ceux qui ont appris que l'expression des sentiments était dangereuse, inefficace ou simplement interdite. Car l'âme humaine ne fonctionne pas comme une machine. L'absence totale de réaction n'est pas une preuve de force. C'est souvent un cri muet, un silence pesant. Une tension latente prête à éclater dès que les circonstances dépassent le seuil de contrôle. Ceux qui semblent ne jamais réagir sont parfois ceux qui ressentent le plus. Mais à l'intérieur, dans une chambre close où rien ne doit sortir. Observer ce calme figé, c'est comprendre qu'il peut être moins un état naturel qu'un réflexe de survie. Les silences, creux de vérité. Ce qu'on ne dit pas, parle. Le silence n'est jamais neutre. Il a une texture, une densité, parfois même un poids. Dans certaines conversations, une absence de réponse est plus révélatrice qu'une phrase bien tournée. Il y a des instants où le silence surgit brutalement, comme un voile qui tombe. Et ce voile n'est pas fait de vide. Il est fait de retenue, de crainte, d'un instinct de protection. Lorsqu'un sujet précis fige quelqu'un, que son regard se détourne, que le silence s'installe. Ce n'est pas un vide, c'est une résistance, une barrière invisible, que l'inconscient érige pour éviter un écueil intérieur. Car parfois, dire serait trop risqué, trop révélateur, trop douloureux. On croit éviter le malaise en ne disant rien, mais en réalité on le crie autrement. Les silences sont des reflets de zones sensibles, parfois refoulées. Ils signalent là où la conscience ne veut pas s'aventurer, là où résident les peurs, les souvenirs mal cicatrisés, les vérités évitées. Le silence est une frontière. De l'autre côté, il y a ce qui ne peut pas ou ne veut pas être nommé. Et c'est exactement là qu'il faut porter l'attention. Non, pas pour forcer, mais pour comprendre. Car dans ces creux muets se cachent souvent les secrets les plus profonds et les révélations les plus puissantes. La réaction au stress, révélateur brut. Le masque tombe quand la pression monte. Dans des contextes neutres, chacun peut jouer un rôle, afficher le comportement qu'il souhaite projeter. Mais le stress agit comme un dissolvant. Il efface les apparences, rature les postures. Car sous pression, ce ne sont plus les intentions conscientes qui dirigent, mais les automatismes enfouis. Un regard qui fuit soudainement, des mains moites, une voix qui s'élève ou vacille. Ces signes, souvent discrets, sont des réactions brutes, incontrôlées. Ce ne sont pas des failles à ignorer, mais des fenêtres ouvertes sur ce que la personne tente de cacher, parfois même à elle-même. Le neurologue Robert Sapolsky a démontré que le stress active les circuits émotionnels primitifs du cerveau, ceux qui régissent la peur, la survie, la colère. Ce qui émerge alors, ce n'est pas un rôle. Ce n'est plus une image maîtrisée. C'est la matière brute de l'identité, nue, sans filtre, sans stratégie. Observer quelqu'un dans le calme, c'est voir une façade. L'observer sous tension, c'est voir l'architecture intérieure.
l'usage des toujours et des jamais. Les absolus trahissent les extrêmes. Lorsqu'une personne affirme avec insistance « je ne me trompe jamais » ou « je suis toujours là pour les autres », elle ne décrit pas la réalité. Elle expose une posture, une conviction rigide, qui agit comme un bouclier. Ces mots chargés d'inflexibilité ne disent pas la vérité, mais une stratégie défensive. Derrière ce type de langage, on retrouve souvent un besoin profond de contrôle. L'idée d'erreur, de nuance, d'ambiguïté est perçue comme une menace. Alors l'esprit construit des phrases blindées, sans fissure apparente. Mais plus un discours est verrouillé, plus il révèle une zone instable à l'intérieur. La psychologie cognitive l'enseigne. Les généralisations extrêmes, les toujours, les jamais, les tout le monde ou les personnes sont rarement objectives. Elles signalent un effort de simplification, une tentative de maîtriser l'imprévisible ou d'éviter une souffrance passée. Alors quand vous entendez un absolu, ne vous fiez pas aux mots, interrogez ce qu'il tente de cacher. Ce que quelqu'un admire révèle ce qu'il n'a pas. L'admiration est un miroir inversé. Lorsqu'une personne exprime une fascination démesurée pour le pouvoir, la liberté ou la froideur émotionnelle, ce n'est pas toujours un simple goût ou une préférence. C'est souvent un indice profond d'un manque intérieur. Ce que l'on admire avec intensité est souvent ce que l'on ressent comme inaccessible. On ne fait pas que reconnaître une qualité, on la désire secrètement, on l'idéalise parce qu'on en est privé. C'est un mécanisme inconscient. Plutôt que d'affronter ce manque ou cette frustration, l'esprit projette cette énergie vers l'extérieur. Il transforme ce vide en fascination. Cette personne que vous trouvez incroyablement charismatique, cette force tranquille que vous jalousez silencieusement, ce sont peut-être les parties de vous que vous avez appris à réprimer. Carl Jung appelait cela l'ombre. Tout ce que l'on ne s'autorise pas à être, tout ce qui est jugé inacceptable, honteux ou interdit par notre conscience, est relégué dans l'inconscient. Mais l'ombre ne disparaît pas, elle ressurgit, masquée, dans les projections que l'on fait sur les autres. Ainsi, ce que vous admirez le plus ardemment n'est pas un simple goût, c'est une clé, un indice sur ce que vous vous refusez à devenir. Ce que vous admirez avec passion est souvent le reflet de votre prison intérieure. La manière dont on se souvient, filtre identitaire. Chaque souvenir est une reconstruction. Contrairement à ce que l'on croit, la mémoire n'est pas une caméra. Elle ne capture pas la réalité de manière objective. Quand une personne raconte un événement, elle ne se contente pas de relater les faits, elle les interprète. Elle choisit certains détails, en oublie d'autres, module le ton, change parfois même l'ordre des choses. Ce processus n'est pas anodin, il révèle bien plus que le passé. Il dévoile le présent de celui qui se souvient. Quelqu'un qui insiste toujours sur la trahison, même dans des anecdotes sans importance, ne parle pas simplement de ce qui s'est passé. Il montre une structure mentale forgée par la méfiance, une manière de voir le monde marquée par la douleur ou la vigilance extrême. À l'inverse, une personne qui embellit constamment les souvenirs, qui minimise les conflits ou transforme une humiliation en leçon de vie, peut le faire par mécanisme de défense, pour ne pas sombrer, pour continuer à avancer malgré les blessures. Le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman a démontré que notre esprit ne vit pas les souvenirs tels qu'ils ont eu lieu. Il les réécrit à chaque évocation, comme un auteur qui réinterprète son propre récit. Et ce qui change au fil des versions n'est pas seulement le souvenir, c'est nous-mêmes. Car chaque réécriture trahit notre évolution, nos blessures, nos protections, nos désirs profonds. Ainsi, en écoutant comment quelqu'un se souvient, plus que de quoi il se souvient, on découvre la carte émotionnelle de sa psyché. Ces souvenirs ne sont pas des archives, ce sont des miroirs. Vous pensiez peut-être chercher à comprendre les autres, mais en réalité, c'est vous que vous avez commencé à dévoiler. Car en observant les gestes des autres, leur silence, leur tremblement, vous commencez à voir ce que vous aviez toujours fui en vous-même. Comprendre les autres, c'est risquer de ne plus jamais les regarder comme avant. Et pire encore, de ne plus jamais vous voir comme avant. Ce n'est pas un simple savoir, c'est un miroir. Et maintenant que vous l'avez brisé, vous ne pouvez plus recoller les morceaux. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. Dites-moi en commentaire
Quelle vérité sur les autres ou sur vous-même avez-vous entrevue grâce à cette vidéo? Je vous lis toujours avec attention.